Bonjour docteur, et voilà, nous sommes en compagnie du docteur expert du sujet du jour, le diabète. Il faut savoir que 240 millions de personnes sont touchées par le diabète dans le monde. C'est sûr qu'il va nous donner les chiffres au niveau national. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. Quels sont les chiffres donc? Alors, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à l'occasion de la journée mondiale du diabète. En marge, oui. Voilà. Alors, en réalité, c'est 425 millions de personnes dans le monde entier. Dans le monde entier. D'accord. Donc, voilà, quand vous imaginez, si on prend par exemple, si on les met tous dans un pays, hein, c'est comme si c'était le troisième pays le plus peuplé au monde après la Chine et l'Inde. Vous voyez, 425 millions de personnes. Et ce qui fait peur, ce n'est pas cette proportion-là, c'est plutôt ceux qui ne sont pas encore dépistés. Et là, on a fait un dépistage chez vous tout à l'heure. Quand vous allez me donner l'occasion, je vous donnerai les résultats. Avant les résultats de notre dépistage, dites-nous, 425 millions, c'est dans le monde, hein, dans de le façon monde globale. entier, oui. On veut des chiffres de la Côte d'Ivoire, proximité oblige. Quels sont les chiffres de notre pays? Oui, la Côte d'Ivoire, là, on vient de finir une enquête de prévalence nationale. Dieu merci. On est à 6,2%. Mais ça, c'est la moyenne. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? Ça équivaut à quoi en termes de population? Voilà, donc on va aller par étapes. D'accord. 6,2%, c'est-à-dire on a visité les 20 régions de la Côte d'Ivoire et puis on s'est rendu compte qu'il y a des régions, il y en avait plus, il y en avait moins. Mais quand même, 6,2%, ça représente à peu près 700 millions de personnes. C'est le taux de prévalence? Les gens qui ont du diabète. De la population ivoirienne? La population sur 25 millions d'Ivoiriens, millions. Il y a 6%. Il y a au moins 700 000 personnes. 700 000 personnes, au moins, qui ont du diabète. Okay. Ça, c'est ceux qui sont diabétiques à peu près déclarés. connus. Voilà. Ouais. Il y a à peu près le même nombre qui ne s'est pas encore fait dépister. Qui s'ignore. Voilà. Parce que l'enjeu de ce qu'on fait, c'est un peu ça. Parce que toutes les fois qu'on fait un dépistage, il y a toujours la même proportion des gens qui sont connus là. Il y a la même proportion des gens qui ne sont pas connus diabétiques. Et justement, comment on peut ne pas se rendre compte du fait qu'on soit diabétique? Je dirais malheureusement ou heureusement, mais le diabète, c'est une maladie qui ne fait pas parler d'elle. Insidieuse. En général, il n'y a rien. Et c'est toujours à l'occasion de complications qu'on en parle. Voilà, donc... Alors, justement, docteur, c'est très important. Vous avez dit que c'est une maladie, on ne voit pas, c'est une maladie insidieuse. Justement, c'est quoi le diabète? C'est quoi le diabète? Ok. Alors, le diabète, tout ce qu'on sait, on parle toujours du sucre, mais le diabète, en termes de sucre, le sucre, c'est juste la conséquence. Ah. Voilà, c'est juste la conséquence. Sinon, le diabète, c'est une maladie du pancréas. Donc, le pancréas, c'est un organe qui se trouve dans notre corps, qui nous permet de digérer tout ce qu'on mange. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on mange a pour but final de devenir du sucre, en dehors de l'eau, bien sûr, hein, tout ce qu'on mange. Quel que soit ce qu'on mange, même des feuilles, des bananes, de l'huile, du riz, tout ce qu'on mange, ça doit devenir du sucre dans le corps. Et le sucre nous sert de carburant, comme une voiture. Comme une voiture a besoin de carburant pour rouler, on a besoin de sucre. Et le sucre vient de l'alimentation. Et quand on se nourrit, le pancréas produit un petit liquide qui va transformer tout ce qu'on mange en sucre pour nous servir de carburant pour qu'on puisse vivre. Et ce petit liquide-là s'appelle comment? L'insuline. Voilà. Donc, c'est une hormone? C'est une hormone produite naturellement par le corps humain. Le pancréas. Voilà, d'où le corps humain, à l'intérieur de l'homme. Donc, la différence entre un diabétique et un non-diabétique, c'est l'insuline. Un diabétique, sa quantité d'insuline soit ne suffit pas, ou bien la quantité d'insuline n'est pas efficace pour pouvoir digérer tout ce qu'il a comme sucre. Et quelqu'un qui n'est pas diabétique, la dose d'insuline que son corps produit est suffisante pour pouvoir digérer tout ce qu'il mange. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui s'affrontent au niveau des chiffres. À quel moment peut-on être déclaré diabétique? Non, on ne s'affronte plus. Ah, okay. On ne s'affronte plus. Merci. On est d'accord. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, c'est les statistiques. Avant, c'était 1,40 g le seuil. Avant. Avant, c'est-à-dire? Avant, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous on fasse nos thèses en 98 et autres, c'était 1,40 g. Mais maintenant... Chiffre OMS. Voilà, chiffre OMS dans les chiffres mondiaux en général. Et maintenant, c'est 1,00 g pour dire que la glycémie est normale. Il faut que la glycémie soit strictement inférieure à 1,00 g par litre. Ce qu'on ne fait pas souvent, c'est que les gens ne font pas des contrôles après manger. C'est-à-dire? Parce que normalement, après manger, voilà, après manger, ça change. Ça change, oui. Voilà, donc normalement, pour pouvoir bien faire les tests... Il faut venir à jeun.
Non, pas forcément à jeun. D'accord. À jeun, ça c'est ce qu'on voit couramment, mais on peut le faire aussi après manger. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de diabètes qu'on dépiste aussi après manger. C'est-à-dire qu'ils ont des glycémies à jeun qui sont normales, mais quand on fait la glycémie après le repas, c'est élevé. Et là, on les déclare diabétiques, parce que les critères sont différents. Donc il y a des critères à jeun, il y a des critères qui sont non à jeun. Donc une glycémie normale doit être inférieure à 1 gramme. Mais on ne parlera pas de diabète tant qu'on n'a pas dépassé 1,26 gramme. Vous voyez la différence? Donc entre 1 gramme et 1,26 gramme, c'est une étape avant le diabète. Ça s'appelle le prédiabète. Et des gens qui sont à ces niveaux-là, la bataille doit être menée là parce que ceux-là, c'est eux qui vont courir rapidement vers le diabète, mais parce que c'est eux aussi qui vont se retrouver en cardiologie pour des crises cardiaques, pour des petits bobos comme ça. Voilà. Il y a combien de types de diabète, docteur? Justement, vous avez parlé des En réalité, il y a 4 types de diabète. Donc, je vous ai parlé d'insuline qui est l'hormone qui permet d'utiliser tout ce qu'on mange. Donc, il y en a qui, quand ils naissent très tôt, donc les enfants en général, le pancréas n'arrive plus à produire cette hormone-là. Ça, c'est le diabète de type 1. Et il y en a qui vivent longtemps, un certain temps, 38, 40 ans, avant d'avoir le diabète. Donc, le pancréas fabrique un peu d'insuline, mais après, le pancréas s'épuise un peu. Donc, c'est le diabète de type 2 en général. Et ceux-là, ils sont les plus nombreux, 95%. Et puis, il y a des diabètes qui sont dits secondaires, c'est-à-dire qu'il y a une maladie en dessous. Donc, ça peut être le foie, ça peut être le pancréas, ça peut être d'autres maladies, ça peut être même des médicaments. C'est ce qu'on voit un peu dans les marchés maintenant. Vous connaissez les corticoïdes, ce sont des produits qui sont utilisés par des médecins. Quand ils sont bien prescrits, ils font de bonnes choses, mais quand c'est mal utilisé, ça peut être source de diabète. Et puis, il y a le diabète qui est en rapport avec la grossesse. Il y a des femmes, quand elles ne sont pas enceintes, elles ne sont pas diabétiques. Et quand elles sont enceintes, elles deviennent diabétiques. Et le jour où elles accouchent, le diabète s'en va. Le diabète gestationnel. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir dans quelques instants sur ce plateau. Le temps pour nous de retrouver notre équipe mobile qui a longé les rues d'Abidjan pour vous poser la question sur cette maladie mesquine qu'est le diabète. Je connais quelqu'un à Makori qui en est décédé. C'était difficile, hein. C'était difficile, on l'a vu se dégrader peu à peu, sans pouvoir presque rien faire, quoi. J'ai fait un diabète gestationnel et pendant la grossesse, je prenais 3 insulines par jour. C'est-à-dire 3 sortes d'insuline que en fait, je me piquais 5 fois par jour. Et la dernière injection que je me faisais était aux environs de 23 heures. Voilà, et puis bon, ce diabète gestationnel a engendré en fait ma césarienne. J'ai déjà fait un bilan de santé, mais je ne suis pas diabétique. Vraiment, je m'en réjouis parce que je sais le mal que cette maladie a fait aux gens. Ce que cette maladie a fait à ma grand-mère, donc je ne peux pas avoir ça. Et puis un de mes proches, même au pire ennemi, je ne le souhaite pas. Le gars, il va à l'hôpital, on dit bon, ne mange pas ça, ne mange pas ça. Mais est-ce que lui-même il a les moyens de ne pas manger ça? Il mange ce qu'il trouve sous les mains. Il ne peut pas trier la nourriture. D'abord, il n'a pas les moyens pour manger. Alors, quel moyen pour se soigner? On doit chercher à dépister pratiquement toute la population. Parce que les gens ne savent pas. Quand tu ne sais pas, tu vis avec. Et puis du coup, voilà, si tu tombes sur le coup de la maladie, tu n'as pas eu de chance, tu pars. Sans savoir que tu as... Alors, les Ivoiriens donc se sont prononcés au niveau de cette maladie. Docteur, la question qui revient souvent, est-ce qu'on a toutes les informations par rapport au diabète? Parce qu'on a l'impression qu'on découvre ça en passant. Est-ce qu'on a des habitudes? Est-ce qu'on a toutes les informations? Est-ce qu'il y a beaucoup qui est fait? C'est le moment aussi pour vous de dire ce que vous avez à dire par rapport à l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes. Alix, tout à l'heure, hors plateau, on parlait de... Il y a des enfants, il y a du diabète très tôt chez les enfants. Expliquez-nous un peu tout ça, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire que la difficulté dans nos pays en général, c'est que tout le monde ne parle pas français. Et voilà, donc on a des petits problèmes de communication. Donc c'est un peu à ça que c'est la journée mondiale du diabète. Ça nous permet à nous, professionnels de santé, mais également les ONG, les associations, de diffuser un peu des messages partout, sur dans tout le monde entier, parlant du diabète, ce que c'est en termes de définition,
en termes de traitement, en termes de comment prévenir. Voilà, donc on essaie de faire comme ça. Mais n'oubliez pas que l'hôpital en Afrique, malheureusement, c'est encore conçu comme un endroit où on ne vient que quand on est malade. Voilà, donc la prévention en tant que telle, elle ne se fait pas tellement. Voilà, idéalement, ce serait que ça se fasse de plus en plus. Donc on essaie de faire des informations, de donner l'information comme on peut. Vous avez vu que chez vous, on est arrivé, mais sur 500 personnes, il n'y a eu que 181 personnes qui se sont portées volontaires pour participer au dépistage. Voilà, idéalement... Les résultats sont bons? Les résultats ne sont pas, quand on dit sont bons, c'est péjoratif. Ils ne sont pas alarmants? Ah non, ce n'est pas ça qui fait peur. Ce qui fait peur, dans ce qu'on a vu chez vous, c'est qu'il y a des gens qui ne savaient pas diabétiques et chez qui on a découvert le diabète là. Alors, à quel moment, docteur, on dit qu'une personne est diabétique? La constance des résultats trouvés, ce que vous avez dit là, ou bien à quel moment? Oui, la constance. Quand on fait une fois à jeun, que vous êtes à 1, on dit c'est officiel, vous êtes diabétique, ou bien on fait ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour voir? Non, idéalement, les critères, c'est-à-dire que quand la glycémie est normale, elle est inférieure à 1, donc on laisse passer un certain temps pour refaire le test. Mais si la glycémie est entre 1 g et 1,26 g, il faut faire plus fréquemment le test. Et quand ça dépasse 2 fois 1,26 g, ça peut être le même jour, ou bien 2 jours à une semaine d'intervalle, ou bien 2 fois quand quelqu'un a déjà un carnet de santé. Quand vous regardez ce jour-là, il vient vous voir, il a dépassé 1,26 g, vous fouillez dans le carnet, il y a déjà une valeur qui dépasse 1,26 g, il est diabétique. Au pire des cas, même s'il n'a pas d'anciens résultats, il mange, on fait le test. Parce qu'après le repas aussi, s'il dépasse 2 grammes automatiquement, il est diabétique. Parce qu'il y a des signes qui font penser au diabète en général. Voilà. Et puis il y a des examens qui sont un peu plus particuliers, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qu'on peut faire sur place, et puis qui vont nous dire que la personne est vraiment diabétique. Docteur, là vous nous avez donné le mécanisme de détection du diabète. J'ai envie de revenir sur la sensibilisation, parce que le but de cette émission aussi, c'est de toucher la population dans son entièreté. Au niveau de l'arrière-pays, des populations qui ne sont pas forcément lettrées quand on connaît le taux d'analphabétisation de notre pays. Alors, quelle stratégie à ce niveau-là? Il n'y a pas une décentralisation de l'information spécifiée en fonction des langues? On en a 60, il y en a quand même qui parlent. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire... C'est plat là-bas? Non, ce n'est pas silence radio, mais on essaie. Vous savez, avant 2012, en Côte d'Ivoire, il n'y avait que 2 centres où on prenait en charge les diabétiques. Là, maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a quand même 29 centres. Donc, toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les régions, on a mis en place des structures. Et donc, il y a des médecins qui sont chargés, avec les ONG, de sensibiliser un peu. Donc, il y a des passages radio, des radios de proximité. Voilà, on essaie de faire un peu ce qu'on peut. On sent un peu de... Quand on vous entend parler, on sent beaucoup de volonté, mais on sent un peu de dépit. On sent qu'il y a un manque criant, un criard de moyens. Qu'on ne touche pas la cible, on ne touche pas du doigt l'objectif. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Vous restez sur votre faim. Oui, si vous avez peur d'en parler, on ne va pas vous aider. Ou bien, je ne sais pas, le ministre il y a des difficultés, il faut les exposer. Oui, exposez-les, dites ce qu'il faut. Parce que la santé de la population, c'est très, très important. Non, rassurez-vous, on n'a pas peur. Et ce qu'on fait, nous en tant que médecins, ce qu'on fait, nous, on pense le faire pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit. D'accord. On va revenir tout à l'heure. Le temps pour vous de mettre, en tout cas, vous allez nous dire ce que vous voulez vraiment pour que la lutte puisse vraiment aller, que la Côte d'Ivoire se porte bien au niveau, qu'il y ait le moins de diabétiques possible. Mais on va passer par ce témoignage-là, recueilli par nos envoyés spéciaux sur le terrain. J'ai été hypertendu pendant plus de 15 ans. Et c'est en 2013 que j'ai su que j'étais diabétique. Il faut dire la vérité, quand la première fois j'ai su que j'étais diabétique, le médecin qui m'a reçu, je vais taire son nom, m'a tellement effrayé que je me suis dit, bon, je sais que je vais mourir d'ici l'année prochaine. Bon an, mal an, je suis allé un peu. Avec les premiers traitements qu'on m'a proposés, j'ai hésité d'abord, mais j'ai accepté de faire. Il faut dire que je suis un malade récalcitrant. Parce que quand j'ai une boîte que je commence à utiliser, la boîte est finie. Pour renouveler, il va falloir qu'on me tire les oreilles un peu.
Aujourd'hui, le diabète étant une maladie assez récurrente, il serait souhaitable que les autorités s'investissent pour qu'on prenne le diabète en charge au niveau de l'État. Parce que moi-même, en tant que retraité, si je dois investir 10-15 000 francs tous les mois, rien que pour le diabète, c'est pénible. Et encore, j'ai la chance, j'ai le diabète dit type 2. Donc, je ne prends que des comprimés. Et ceux qui sont à l'insuline, leurs charges sont beaucoup plus énormes. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour les diabétiques que nous sommes? Si l'État peut s'investir pour prendre en charge les médicaments pour le diabète, ça va être bien. Voilà, plusieurs interrogations dans ce témoignage d'une personne vivante avec le diabète. On a envie tout de suite de vous poser la question, qu'est-ce qui est fait au niveau de la tutelle? Qu'est-ce qui est fait pour la prise en charge? Ok, pour ce qui est de la tutelle, il y a beaucoup de choses. Déjà, je vous ai parlé de la décentralisation, mais même en termes de médicaments. Donc l'État fait des efforts pour pouvoir baisser les coûts des médicaments. Il y a quelques années, pour ceux qui sont au courant, les insulines coûtaient à peu près 19 000 francs le flacon. Là, maintenant, vous pouvez l'avoir à 2 500, 2 600 francs le flacon. Voilà. Même les comprimés, on est rentré dans l'ère des génériques. Donc même les génériques sont rentrés à la nouvelle PSP. Donc la nouvelle PSP, c'est la pharmacie publique qui va permettre d'avoir des médicaments moins chers à travers toute la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il y a encore une bataille à gagner parce que la CNAM ne prend pas encore en charge le diabète et l'hypertension. Par contre, les mutuelles habituelles prennent en charge, sauf pour le moins la CNAM. Donc je pense que l'effort à faire, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudra voir pour que ce soit pris en compte. Sinon, les assurances privées, tout le monde essaie de prendre en charge un peu, aider. C'est un combat justement parce que quand on sait que la CNAM devrait couvrir tout le pays, toute la population, parce que c'est une population, c'est une proportion infime qui peuvent s'octroyer des mutuelles privées, c'est pas très évident, c'est pas équilibré à ce niveau. Ce qui fait dire à d'autres personnes que le diabète c'est une maladie de riches. Mais alors, docteur, un fait très important, aujourd'hui on assiste de plus en plus à trop d'amputations, on va dire rapides, systématiques, alors qu'il y a des solutions palliatives qui peuvent exister, non? Oh non, les amputations ne sont pas systématiques. La difficulté, c'est que on va trop facilement vers les amputations. Ou c'est la complication qui intervient au niveau tardif? Elle n'est même pas la plus fréquente des complications. C'est parce qu'elle est dramatique. Voilà, sinon elle n'est pas la plus fréquente. C'est à peu près 15% des diabétiques, comparé à l'atteinte des yeux, qui peut atteindre la moitié des diabétiques. Vous voyez, voilà. La première cause de dialyse, c'est le diabète. La première cause de cécité, c'est toujours le diabète. Mais ce qui fait la gravité du pied, c'est que les gens ne savent pas en général qu'ils sont diabétiques. Ils apprennent tardivement. Ouais. Ils apprennent tardivement parce qu'ils ne veulent pas faire les tests. Ils ne veulent pas faire les tests, mais en plus, quand ils font les tests, il faut accepter de prendre des médicaments. Les gens ils vont préférer soigner la plaie qui est visible au lieu de soigner le diabète. Normalement, il faut soigner et le diabète et soigner la plaie. Donc, il faut soigner les deux ensemble pour qu'on puisse arriver à guérir complètement. Voilà, donc, parlons de l'adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Vous avez parlé du faible taux de prévention ou du faible taux du test même du diabète. Quelle est la fréquence adéquate pour pouvoir se faire dépister régulièrement, pour voir si ça va, la routine? Idéalement, quand on a dépassé déjà 35 ans, 38 ans, toutes les fois qu'on fait un dépistage gratuit, il faut y participer. Quand on est en entreprise, c'est au moins une fois dans l'année. Tous ceux qui sont en entreprise... De bons indicateurs. Oui, au moins une fois dans l'année, au moins. OK. Docteur, aujourd'hui, on parle de plus en plus de la thématique mère et enfant. Alors, diabète, mère et enfant, quelle corrélation? Est-ce qu'il y a de plus en plus de choses à dire à ce sujet-là? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je peux vous dire, par exemple, dans le monde, il y a quand même 21 millions de grossesses, qui sont concernées par le diabète. 21 millions? Oui. Waouh. Donc, c'est vraiment pas une naissance sur 7 est concernée par le diabète. Dans le monde? Dans le monde. Donc, c'est pour ça que nous allons vers les maternités systématiquement et on impose maintenant que les gens fassent des contrôles de glycémie. Avant, les gens faisaient des bandelettes urinaires.
pour voir s'il y a du sucre dans les urines, dans le suivi des grossesses. Ça, c'est des méthodes qui sont à bannir. C'est ce qu'on dit aux médecins, c'est ce qu'on dit aux sages-femmes. Il faut actualiser. Il faut faire la glycémie. Parce que pour qu'il y ait du sucre dans les urines, il faut que le niveau de sucre ait atteint un certain taux dans le sang, passé dans les urines. Alors que quand la femme est enceinte, son taux de sucre, là on va revenir sur les valeurs, la valeur change. Pendant la grossesse, le taux de sucre ne doit pas dépasser 0,90, 0,92 quand on n'a pas mangé. Et même quand on a mangé, ça ne doit pas dépasser 1,20 g. Donc comme le niveau baisse, il faut plutôt faire des glycémies réelles pour pouvoir voir si la glycémie est normale ou pas pendant la grossesse. Docteur, pour toujours s'appesantir sur le sujet de la mère ou de la femme enceinte et du diabète, pourquoi cette spécification particulière? Toutes les grossesses sont intrinsèques, elles sont différentes, mais quand on arrive à une grossesse avec un diabète, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Bon, on ne peut pas tellement vous dire. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'en Afrique, on aime bien les beaux bébés. Quand on dit un beau bébé, c'est un gros bébé. Donc il fait plus de 3,8 kg, plus de 4 kg. Or, quand un enfant fait plus de 4 kg, dans notre langage, on dit il pipe la mère. On dit que le diabète est devant. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Donc dans le suivi de la grossesse, il faut suivre le poids, c'est des indicateurs. C'est des indicateurs. D'accord. Ouais. Quand on mesure la hauteur utérine, tout ça, le suivi doit être un peu rapproché, il faut faire des échographies, il faut regarder, il faut faire des contrôles. Il ne faut pas se laisser dominer, comme on dit. Il faut voir clair dans ce qui se passe. Et quand on a fait un enfant de plus de 3,8 kg, ça c'est un bip. Et la mère risque d'avoir le diabète plus tard. Ah oui. Donc, il y a des, vous savez, c'est un peu nos mentalités et autres. Donc, quand vous dites plus tard, ça va venir après l'accouchement? Non, dans sa vie autour future, de la quarantaine. Autour de la quarantaine. Ah d'accord. Quand vous dites bip, pour expliquer à ceux qui nous regardent, peut-être qui sont dans le milieu rural, qui ne comprennent pas, quand bip, ça veut dire qu'il faut faire attention, ça vous alerte, voilà. ça doit vraiment... Quand vous mettez au monde un enfant de Quand vous dites bip, 4 les Ivoiriens comprennent. Voilà, de 3,8 kg, 4 kg, l'enfant il est né, tout le monde est content. Ah, il a fait un beau bébé, il est bien gros. Il faut faire attention au niveau de la quarantaine. Donc voilà. ce principe, ce mécanisme de faire attention, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? C'est l'alimentation, il y a l'alimentation de la mère. Bon, l'enfant pas trop, mais la mère. Et puis l'activité physique. Vous voyez là, maintenant, les enfants ont tendance à avoir des dispenses scolaires pour ne pas faire du sport. Alors que le sport, c'est 3 fois par semaine. En tout cas. Bon, même pour parler d'asthme, même un asthmatique, il doit faire du sport. Le sport, c'est au moins 3 fois par semaine. Absolument. Et maintenant, même les jeux d'enfants, les gens tout est tactile, on est sédentarisé. Voilà. On ne bouge pas. Alors qu'avant, il y avait le football, il y avait la marche pour aller à l'école. Les dinettes pour la cuisine. Les constitutions OASU, tout ça. Voilà. Donc c'est des choses, c'est des actions comme ça qu'il faudrait plutôt reprendre et qui prennent vraiment de la force. Voilà, pour que les choses marchent mieux. Merci infiniment à vous, docteur Sibahi, les 25.